Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ami, entends-tu la marche des tracteurs sur nos plaines ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Cyniques le disent, le susurrent. On ne dit pas ça évidemment. Oui, les agriculteurs, oui, écoutez, ce ne sont pas les Indiens d'Amérique, bien sûr, mais enfin les agriculteurs. Faut vraiment que ça continue. En a-t-on vraiment besoin ? Entend-on dans telle ou telle officine, ici et ailleurs, de Davos à Washington ou ailleurs, vraiment faut-il les agriculteurs ? Oui, mais vous savez, les choses changent et on n'est plus au temps des lampes à huile. Eh ben, c'est pas ce que pense une majorité des peuples et puis une majorité des agriculteurs qui, après l'Allemagne, ont décidé de se réveiller. Ils se sont déjà réveillés depuis longtemps, mais là, quand même, quelque chose se passe qui n'est pas de l'ordre de la simple manifestation, très loin de là. On sait ce qui se passe autour de Paris, le blocage d'un certain nombre d'autoroutes. On sait ce qui se passe ailleurs, mais aussi ce soir, Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale et vous nous annoncez que ce soir, il y a un cortège de tracteurs qui se prépare à partir. D'où ? Alors bonjour. Alors les tracteurs dont je parle sont déjà partis ce matin du Lot-et-Garonne. Ils sont partis à plus de 70 tracteurs ce matin, en direction Paris, en passant par Bergerac, où ils seront rejoints par une trentaine de tracteurs. Une trentaine déjà annoncés, peut-être plus. Ils vont ensuite se diriger vers Limoges, où ils passeront la nuit, et le convoi pourrait doubler pour repartir le lendemain et arriver sur Paris au courant de la journée. Donc Attal peut préparer son discours. La coordination rurale sera là et certainement accompagnée de non-syndiqués, bien évidemment, parce que la révolte aujourd'hui, elle concerne tout le monde, elle engage tout le monde, et c'est surtout que beaucoup d'agriculteurs, la plupart et tous les jours, ça se cumule et tout le monde comprend l'intérêt de se révolter et d'aller tous ensemble. Donc la marche est partie. Alors avant de passer la parole, donner la parole à Philippe Grégoire, je voudrais vous faire écouter à tous les deux et aux éditeurs évidemment et résistants de Sud Radio ce je dirais coruscant, ce très aigu résumé fait à l'agriculteur bourguignon qui a annoncé hier la marche sur Paris, et à sa manière, écoutez. Alors, j'avais un petit message pour Emmanuel Macron. C'était pour le tenir un peu au courant de notre avancée. Écoute, on avance gentiment, on est à 20 km/h sur la 6. Oui, pour une fois qu'on peut prendre 2 jours de congé, on profite du paysage. Je peux te dire que si on monte, ça va pas être pour trier de l'avoine. Normalement, on devrait être sur Paris, à la capitale, vers au petit matin, gentiment. On va tirer un peu du lit avec la mamie. Pas la peine de nous attendre avec les croissants. Surtout que toi, à mon avis, t'as une tête à manger du kiwi le matin. En plus, tu préfères ce qui vient de Nouvelle-Zélande. Mais t'inquiète pas, on vient pas les mains vides. C'est plus possible. On est les vaches à lait du gouvernement. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de vache laitière. À part la Marie, mais il y a longtemps qu'elle fait plus de lait, celle-là. Première étape, on a retourné les panneaux. Deuxième étape, on retourne le pays. Troisième étape, les costards cravates, ils retournent leur veste. C'est pas parce qu'on est des paysans qu'on doit finir sur la paille. On va faire un petit détour chez ton copain le maire, parce que lui, il nous l'a bien mis à l'envers. Il nous a dit qu'il n'augmenterait pas de plus de 10% l'électricité. Ah bah oui, 9,98, bravo, beau geste. Si tu augmentes de 10% tous les ans, en 10 ans, ça te fait une augmentation de 100%. Pas bête. Mais bon, lui, l'électricité, ça va pas lui coûter cher, parce qu'il a pas la lumière à tous les étages, celui-là, à mon avis. Et puis on va venir voir le Blanc-Bec, là, le petit gamin là, qui vient d'arriver au Premier ministre. Là. Allez, Attal. N'oubliez pas, là, Matignon, l'Élysée, fermez bien les fenêtres, parce qu'on vient pas les mains vides. On vient avec du lisier. Alors c'est un joli mot, le lisier, mais ça pue. À bon entendeur, salut. Voilà, c'était juste un mot, mais un mot qui en dit long sur peut-être l'état d'esprit d'un certain nombre de gens. Philippe Grégoire, on s'était parlé il y a quelques jours déjà, il y a une semaine, et
Et aujourd'hui, voilà où on en est, et vous nous aviez donné les chiffres par rapport à effectivement ce que nous, consommateurs, on dépense 100 € dans un caddie, je me le rappelle, et vous dites pour l'agriculteur, il reste 6,50 € sur 100 € dépensés par vous, consommateurs, par nous, consommateurs. Aujourd'hui, c'est une révolte, sire, ou c'est une révolution ? Bonjour Monsieur Berkoff, merci de m'inviter. Bonjour à Véronique, que je connais bien. Bonjour. On vous écoute. Mes premiers mots vont à la famille de l'Ariège, malheureusement, où il y a eu ce drame. Oui. Et si les politiques avaient fait du travail depuis plusieurs décennies, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de faire des manifestations dans toute la France. Simplement, aujourd'hui, j'ai peur que le mouvement, comme d'habitude, il parte en cacahuète, il nous échappe. C'est-à-dire que le syndicat FNSEA, représentant de l'agroalimentaire, va faire tomber ce mouvement, puisqu'ils sont en cogestion avec l'agroalimentaire et les pouvoirs politiques. Et moi, je pense que ce qui est important, le message à passer aujourd'hui, c'est de regrouper tous les agriculteurs, c'est-à-dire Véronique ici présente, mais l'ensemble des forces syndicales, des autres syndicats, avec les non-syndiqués, pour dire non au gouvernement et non à la FNSEA, de ne pas se faire mener en bateau sur des mesurettes, sur les jachères, ils vont nous tourner sur des débats, des normes. Et Monsieur Berkoff, aujourd'hui, un agriculteur gagne 2 à 3 € de l'heure. 2 à 3 € de l'heure. Nos partenaires, Obama, facturent à 45 € de l'heure pour les moins chers. Vos partenaires, c'est qui, pardon, vos partenaires? Vous parlez de qui? Nos partenaires, le moindre mécanicien qui vient dans la cour, le moins cher, il a 45 € de l'heure. Quand on fait intervenir des entreprises spécialisées, c'est 230 € de l'heure. Je pense notamment aux avocats ou des gens dans des sociétés de conseil. Hein, et on a droit, nous, à 29 € par jour. Elle le sait, Véronique, quand on est malade ou en un accident, on a 29 € par jour de la mutualité sociale agricole. Donc si on part dans le débat des jachères et des normes, la FNSEA va nous faire glisser sur ce terrain-là et on va sortir du débat que Véronique connaît bien, où on est assommé par l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Et si on ne reprend pas notre juste valeur dans la filière, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire, en langage clair, le GNR et les normes, allez, vous allez récupérer de 0 à 2-3 000 € par exploitation par an. Et ce que nous pique l'agroalimentaire, c'est entre 50 et 80 000 € par exploitation. Et par an. Véronique par an. Véronique le sait bien. Elle est comme moi, elle est productrice de lait. On s'est rencontrés à de nombreuses reprises avec Véronique. On a mené les mêmes combats. Donc elle sait bien, Véronique, où est le problème. Le problème, c'est des prix à hauteur des coûts de production. On a mené le combat ensemble avec Véronique au niveau de la filière nationale. Véronique connaît la structure EMB. On partage les mêmes points de vue. Philippe Grégoire. Il nous faut des prix. D'accord. Véronique Le Floch, vous êtes d'accord, parce que Philippe Grégoire dit aussi, bon, écoutez, ce sont des mesurettes pour le moment, ce qu'ils nous proposent. Ils vont nous jouer la jachère et la GNR, et au fond, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ce que vous pensez aussi, parce qu'il faut quand même avancer, il faut quand même arriver à des solutions. Alors tout à fait, je partage totalement ce qu'a dit Philippe, et je dirais même sur l'histoire de l'intersyndicale que j'ai appelée dès le départ, qui n'est pas encore effective. Et la preuve, le ministère continue à diviser, parce que j'entends sur diverses télés que la FNSEA serait invitée aujourd'hui, alors que nous autres, premier syndicat 100% agriculteurs, n'avons comme proposition qu'un rendez-vous téléphonique demain entre 12h30 et 13h avec M. Gabriel Attal vous a proposé un rendez-vous téléphonique demain. Tout à fait. Et alors vous allez... non, j'ai dit à notre secrétaire, on ne peut pas accepter un simple rendez-vous téléphonique, alors que l'urgence est de trouver des solutions. Il faut les construire ensemble. Les syndicats, en théorie, servent à ça. La FNSEA n'est pas le seul syndicat. Et si la FNSEA est aujourd'hui responsable d'une grande partie des problèmes, ce n'est pas elle qui va nous apporter les solutions. Pour revenir aux mesurettes, bien sûr que nous devons travailler tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut une intersyndicale. Et non pas se mettre à travailler sur 100, 140 mesures.
nous en avons 5. Elles tournent autour de 5 points. Rappelez les 5 rapidement, brièvement. Alors, la trésorerie, donc l'année blanche, que ça soit MSA, banque, s'assurer que tous les fonds qui ont été annoncés par Gabriel Attal seront disponibles immédiatement, mais qu'en plus, ils correspondent à des besoins du terrain. On entend déjà dire, la FNAB, réseau d'agriculture biologique, qu'il manquerait 250 millions d'euros. Donc on nous annonce 50 millions. Ça veut dire que ça va pas être satisfaisant. Première mesure, la trésorerie. Deuxième mesure, on va dire l'exception agriculturelle. Sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Ne plus conditionner l'agriculture à l'OMC. C'est plus d'importations ne respectant pas nos normes. Juste un mot, ça m'intéresse, et puis je vais demander à Philippe. Mais on pourrait vous dire, attendez, le libre-échange, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous supprimez le libre-échange, d'accord, vous n'allez pas recevoir un certain nombre de choses. Je vois que vous voulez parler du poulet ukrainien à l'Islande, en passant par la Nouvelle-Zélande et le Brésil. Mais enfin, vous aussi, agriculteurs, vous pouvez exporter. Alors, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a dit fin de semaine qu'on était bien content d'exporter du cognac, du champagne. Ouais. Oui, mais si les importateurs de champagne et de cognac veulent du champagne et du cognac, ils vont quand même l'acheter. Donc, les accords de libre-échange aujourd'hui, là où ils sont nocifs, c'est parce que justement, ils font pénétrer en Europe des produits que nous sommes déjà à même de produire, de l'agneau et des produits laitiers, poulet, etc. Du poulet. Ouais. Au bénéfice de qui ? Au bénéfice de grandes multinationales, les sociétés du CAC 40, les vendeurs de voitures, les Mercedes, toutes ces grosses sociétés. Donc on met à mal l'agriculture française en premier, mais aussi européenne, tout ça pour des grands groupes. Donc l'exception agriculturelle, et je pense que Philippe est d'accord, c'est quelque chose qui doit être annoncé. L'exception agriculturelle. Philippe Grégoire, juste un mot là-dessus, vous êtes d'accord ? Si vous voulez, pour prendre l'exemple, vous savez, des Anglais qu'on fait le Brexit, les Anglais, ils achètent des grands vins et du champagne depuis plus de 200 ans. Et c'est pas le Brexit ou autre qui vont les empêcher d'acheter des grands vins. Donc, si vous voulez, on a deux leviers, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement Macron, mais ni par les précédents. Il avait mis la loi Egalim, qui a été du folklore. Il avait prévu 20% de bio dans les restaurations collectives, ils ne l'ont pas appliqué. Et il avait prévu 50% de local, qui était une bonne idée. Mais à condition de reconnaître le coût de production, le vrai coût de production. Pas celui qui est donné par la FNSEA et l'interprofession. Parce que le coût de production qui a été donné dans les lois Egalim, par exemple, pour vous prendre l'exemple du lait, c'est le même en lapin ou en cochon ou en mouton, ils ont donné, aujourd'hui, la FNSEA sur les barrages dit qu'il faut 45 centimes. Alors que le prix pour gagner sa vie, c'est 63. Et on a des gens qui tournent à ce prix-là en France. On a les AOP, le comté, on a des gens à l'île de la Réunion. Pourquoi ? Parce qu'à l'île de la Réunion, Lactalis ou autre, ils peuvent pas les mettre en concurrence, c'est une île. Alors c'est compliqué d'aller là-bas. Donc, c'est quoi ce schéma-là ? C'est le modèle canadien, que Véronique connaît bien, c'est la gestion de l'offre. Le Canada n'est pas un pays fermé, il n'est pas en autarcie, c'est pas un pays communiste. Le Premier ministre Trudeau a décidé, dans les années 80, de mettre en place la gestion de l'offre. Et après, je vous l'accorde, Véronique, elle appelle ça l'exception agriculturelle, ils ont une dose de protectionnisme, c'est-à-dire qu'ils ajustent en fonction de la consommation du pays les importations et les exportations. Mais le protectionnisme, Monsieur Berkov, c'est pas un gros mot. Si on fait pas ça, on va perdre toute notre industrie et toute notre agriculture. On va tous finir en faillite. C'est déjà, d'ailleurs pour l'industrie, il y a déjà pas mal de choses qui ont hélas été faites. On reprend avec vous juste après cette petite pause. C'est passionnant, c'est vital effectivement, et on en parle tout de suite. Ouais, restez bien avec nous sur Sud Radio, puisque vous aurez la parole aussi. Vous pourrez poser vos questions 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Blocus de Paris, blocus des grandes villes.
Que va-t-il se passer? On en parle effectivement avec Véronique Le Floch, productrice, je rappelle, hier en bio au Sud Finistère, c'est bien ça, et président de la coordination rurale, et avec Philippe Grégoire, qui est producteur de lait en Maine-et-Loire et qui est responsable national agricole de la République souverainiste. Ce qui se passe aujourd'hui, au fond, pourrez-vous vous demander, alors oui, troisième et quatrième, juste pour ne pas perdre le fil quand même, Véronique Le Floch. Alors très rapidement, la réforme totale de la PAC, il faut qu'on va pas continuer avec un modèle qui ne marche pas jusqu'en 2027, c'est le moment de la réformer et de partir avec une année zéro contrôle pour nos agriculteurs. Donc ça englobe les jachères, les prairies, toutes les aberrations. Ensuite, revenir sur le Green Deal, le pacte vert. On ne peut pas s'engager et valider une politique de décroissance. C'est à revoir. Ça, ce sont des engagements que doit prendre notre ministre de l'Agriculture. Il se débrouille, il fait la politique de la chaise vide, mais je crois qu'il a déjà 22 homologues sur les 27 qui sont OK avec lui. Donc allons-y, c'est le moment. Et dernière mesure visant l'installation de nos jeunes, c'est la loi d'orientation agricole qui s'appelle désormais la loi pour le renouvellement des générations. Celle-là doit inclure toutes les modalités, zéro droit de succession, la TVA sociale, ce sont toutes les modalités sociales, fiscales, et là-dedans on inclut le fonctionnement avec l'agro-industrie, et je sais que Philippe et moi, nous sommes à fond là-dessus. Il n'est pas normal que les autres puissent vivre et pas nous. Alors justement, puisque vous parlez de la PAC, vous parlez du Green Deal, etc. Écoutez ce que dit, c'est très intéressant, parce que ce matin, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, s'est exprimé. Hier, Gabriel Attal, le Premier ministre, s'est exprimé aussi. C'est très rapide, et je vais vous poser les questions ensuite. On continue à travailler avec leurs représentants pour continuer. Le Premier ministre a dit vendredi et a annoncé un certain nombre de mesures. Il a dit qu'elle suivrait d'autres mesures. Donc il y aura d'autres mesures. On continue à travailler avec eux pour proposer dans la simplification notamment, et puis on va avoir une semaine européenne, on en dira peut-être un mot, de proposer un certain nombre de mesures qui viendront attester de la volonté du gouvernement à la fois de sortir de la crise, mais surtout d'apporter des réponses concrètes. Ça sera quand c'est demain les nouvelles mesures? Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table qui permettront, je crois, de compléter et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer au monde agricole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise, au moment où on se parle, la crise n'est pas derrière nous. C'est pas moi, Premier ministre de la France, qui peut annoncer pour l'Union européenne qu'on va bouger sur les jachères. Ce que je peux vous dire, c'est que on est en train d'emmener une coalition de pays autour de nous pour faire bouger la Commission européenne. Alors, c'est intéressant, Marc Fesneau, bon, l'intervieweur qui dit la crise est derrière nous, oui, ça vient de commencer, oui, elle est déjà derrière nous, ça se fait pas en 48 heures, tout ça, hein, bon. Et surtout, c'est intéressant ce que dit Gabriel Attal, oui, mais c'est pas moi, un Premier ministre, qui peut décider de la jachère, etc. Mais on arrive au cœur du problème. Mais qui décide? Qui décide de quoi? Qui prend les lois? Qui, depuis des années, fait les normes espagnoles par rapport aux normes françaises, les normes, les accords avec la Nouvelle-Zélande ou le Chili ou je ne sais pas où? Qui décide? Apparemment, ce n'est pas Paris, ce n'est plus Paris. Alors en agriculture, on le sait très bien, aujourd'hui c'est Bruxelles qui décide. La PAC, la politique agricole commune, justement, donne les consignes à chacun des États membres. Et malheureusement, nous en France, on charge la barque bien plus qu'ailleurs pour davantage assommer les agriculteurs. Alors, Philippe Grégoire, mais dites-moi, moi j'ai une question à vous poser, à causer aux agriculteurs. C'est très bien d'être à Paris, mais pourquoi vous n'êtes pas à Bruxelles? Pourquoi les syndicats, vous dites qu'il y a 22 pays qui sont d'accord, ou 22 ministres de l'Agriculture sont d'accord, pourquoi ils ne sont pas tous, aujourd'hui, réunis à Bruxelles? Puisque c'est là que se prennent les décisions. Alors à Bruxelles, Bruxelles tient compte du COPA-COGECA, qui est les 27 FNSEA en Europe, j'inclus l'Angleterre qui y était. Le COPA, c'est les 27 FNSEA en Europe. Et le COGECA, c'est l'ensemble des coopératives. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, M. Berkoff, mais le COPA-COGECA, qui est présidé aujourd'hui par Christiane Lambert, est une émanation de la Commission européenne. Le COPA-COGECA, c'est une émanation de la Commission. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'elle est soumise à la Commission européenne? Tout à fait, tout à fait. Et ce que je voulais vous dire qui est très important, parce que Véronique a parlé de la PAC, il faut savoir qu'il y a des fausses informations qui sont données sur des antennes en disant sans la PAC, les agriculteurs sont morts. Nous sommes contributeurs nets. Hein. Nous sommes le deuxième contributeur derrière l'Allemagne, puisque le mode de financement, c'est sur le produit intérieur brut corrigé de l'inflation,
Et c'est 1% du produit intérieur brut corrigé de l'inflation. Donc nous versons plus d'argent que nous recevons. Donc, oui, c'est la grande polémique, ça. Voilà, quand on dit si les agriculteurs n'avaient pas l'Europe, ils seraient morts, ça c'est totalement faux. Après, il faut qu'ils se mettent au niveau européen, quitte à faire ce que faisait le général de Gaulle, faire la politique de la chaise vide, comme a dit Véronique. Il ne faut pas qu'on soit plus idiots que les autres continents. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on ne va pas s'imposer des règles qu'on n'impose pas aux autres. Oui, mais attendez, Philippe Grégoire, excusez-moi, au niveau européen, mais vous savez très très bien, et tout le monde en a parlé partout, que les cerises d'Espagne n'ont pas les mêmes normes, ou en tout cas les fruits, etc., qu'en France, et que déjà vous êtes désavantagés par le prix et par les salaires d'Espagne et les salaires de France, tous les deux dans l'Union européenne. Oui. Alors ça, c'est un problème qui est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. Mais le problème des chefs d'État et de gouvernement, que Véronique sait très bien, quand on a eu même Hollande ou Sarkozy, ça changeait rien. Parce que si vous voulez, quand ils négocient, les chefs d'État et de gouvernement, ils n'ont pas d'amis. Ils ont que des intérêts. Et les intérêts agricoles face aux voitures allemandes, face au groupe Areva, face au nucléaire, face à Airbus, bah, vous savez, monsieur Berkoff, ils disent à Sarkozy, à Hollande ou à Macron, venez pas nous faire chier avec vos moutons et vos canards. En gros, c'est ça. Donc nous, on est sacrifiés. Donc vous dites que les moutons et les canards, aujourd'hui, ça ne pèse rien dans les négociations européennes. Mais non, vous voyez ce qu'on représente par rapport au produit intérieur brut de la France. Oui. C'est l'industrie agroalimentaire qui représente 220 milliards en France. Mais nous, notre ferme France a fait 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires. S'il faut importer beaucoup plus, ça leur pose pas de problème. La preuve, vous voyez, ils ont sacrifié le mouton, ils ont sacrifié les fruits et légumes. Si vous voulez, ils sont dans la stratégie des Anglais quand il était la première puissance mondiale. David Ricardo avait dit que les coûts comparatifs, c'était le seul moyen de faire évoluer une nation. Donc en langage clair, si on est mal placé dans les prix, faut supprimer la production et faut l'importer. C'est tout. Carrément. Moi, je compléterais par rapport à l'Europe, si je peux me permettre. Oui. Donc, nous étions à Bruxelles mercredi dernier parce qu'il y avait une commission agriculture au Parlement européen. Et donc, nous avons profité de rencontrer le directeur général adjoint de la DG Agri, donc la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne, qui nous a dit que oui, les échanges ne peuvent rien faire. Nous travaillons en trilogue, commission, conseil et parlement, et que nous exportons beaucoup parce que nous sommes très compétitifs. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que nous autres, les Français, qui touchons pas loin de 9 milliards, 9 milliards de la PAC, y compris des associations, des écoles et autres, quand on exporte, c'est aussi l'argent, cette PAC qui est exportée parce que les prix sont rendus compétitifs artificiellement à cause de la PAC. Donc quand vous en recevez un petit 9 milliards pour en redonner 3 ou 4, finalement, les calculs de l'Europe sont mal faits. C'est perdre sa souveraineté et payer pour la perdre. Et c'est ça qui fait que... Alors, juste une question, je veux savoir, est-ce que c'est ça qui fait que... on ne va pas remonter, faire l'histoire, mais enfin, est-ce que ça a contribué au fait qu'il y ait 2,5 millions 55 d'exploitants agricoles et qui sont aujourd'hui moins de 500 000, on l'a dit beaucoup. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression qu'on a laissé faire et que c'est comme ça et que, voilà, le monde change, les professions changent et on a laissé doucement s'effriter l'édifice, sinon s'écrouler l'édifice? Si vous regardez, en fait, l'évolution de la ferme France depuis la réforme de la PAC de 92, date à laquelle la coordination rurale est née, on voit très bien une accélération du phénomène, puisque on était sur des prix qui répondaient à une régulation des marchés grâce à l'Europe. Toutes ces régulations, tous ces modèles de régulation ont été progressivement supprimés. On a été alignés sur des prix mondiaux, des prix qui n'ont relativement pas augmenté, alors même que les aides compensatoires venant de la politique agricole commune allaient en diminuant, et en parallèle, on avait nos charges qui augmentaient. Bien évidemment, les politiques ne pouvaient
que nous encourager à grossir en nous faisant croire que la compensation se ferait par les volumes. Or, aujourd'hui, nous avons des volumes qui reposent sur des individus qui ne sont plus supportables, ni en charge de travail, ni en revenus proportionnels, ni en vivabilité. Juste un mot, on va rester ensemble encore quelques minutes et nous allons effectivement parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire tout de suite. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Baron. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Véronique Le Floch, Philippe Grégoire, au fond, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, ou des pots de terre contre les pots de fer, et non pas à vous entendre, et quand on voit la situation, mais il dit, attendez, vous battez contre les multinationales, la PAC, enfin la PAC, la politique européenne plutôt, la Commission européenne, etc. Alors on vous dit, évidemment, on dit, oui, la France, sans agriculteurs, la France n'est plus la France, etc. Très bien. Mais concrètement, est-ce que la manière, c'est de tenir bon, et comment tenir bon ? Alors, je ne dirais pas que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Enfin, nous, de toute manière, si. Mais on n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'on monte sur Paris. Et là, je sens que la peur a changé de camp. Parce qu'on n'attend pas 1000 agriculteurs, ou peu importe combien on sera, avec 15 000 policiers. Enfin, on n'est pas des délinquants. C'est des blindés. Oui. Donc, c'est encore une preuve de mépris. Surtout que vous ne cassez pas des vitrines, vous ne pillez pas, vous ne tabassez pas, etc., etc. Comme on a vu certaines émeutes où il y a eu des milliards de déversés et pas tellement de blindés. Et on n'en a pas trop parlé, ou en fait, voilà. Ouais. Donc ça a été réglé comme ça. Là, c'est le pouvoir qu'on vise. Hein. On vise pas les citoyens, on vise pas les Parisiens. Nous, on espère juste un aller-retour, pouvoir rentrer chez nous. Et pour cela, il faut que nos politiques, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent faire quelque chose, ou alors s'ils peuvent rien faire, mais qui nous le disent. Parce qu'on va pas rester à attendre. Nous, on est venus fin de semaine, moi je m'en fous, mais s'il faut rester négocier demain toute la journée, passer des nuits, plusieurs nuits et journées, on reste, mais on rentre chez nous pour dire aux agriculteurs, et que vous, sur vos plateaux, vous le relayez, mais ce n'est pas possible d'avoir affaire à ces personnes-là, et qui, finalement, on se demande si elles ont le pouvoir, mais elles l'ont pas, quoi. C'est une question qu'on peut effectivement se poser. Philippe Grégoire, pot de terre contre pot de fer. Le pot de terre contre le pot de fer. Alors là, moi, je pense que, vu la gravité de la situation qu'on répète d'année en année, puisque on peut se revoir dans un mois, vous verrez, malheureusement, ouais. S'ils nous embarquent sur les jachères et les normes, on va rien obtenir concrètement en revenus dans nos exploitations. Il faut, comme a dit Véronique, il faudrait appeler à un regroupement, une intersyndicale avec les gens non syndiqués. Parce que 55% des agriculteurs n'ont pas voté. Donc les syndicats représentent 45% des votants. Il faudrait une intersyndicale contre le syndicat de l'agroalimentaire qu'est la FNSEA, qui risque encore malheureusement de trahir les paysans. Et après, on ne peut rien faire si on ne fait pas appliquer des lois, si on ne fait pas appel aux législateurs. Il y a 4 centrales d'achat, il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire, principalement gérées par la FNSEA, qui font 82% du bénéfice de l'agroalimentaire sur les 220 milliards d'euros. 82% des entreprises de l'agroalimentaire sont 1,4%. Et ils ont 85% des emplois. Donc il y a quelques oligopoles. Donc si le ministre, personne veut légiférer, on peut rien faire. Et puis après, au niveau des échanges internationaux, au niveau européen, faut fonctionner sur le mode de la coopération avec une dose de protectionnisme qui s'appelle la charte de la Havane. C'est ce que font les Indiens, c'est ce que font les Indiens, c'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Américains. Absolument. C'est pas un gros mot, le protectionnisme. Merci Philippe Grégoire. Juste un mot, je crois que nous avons des auditeurs. Oui, c'est Benoît qui nous appelle depuis Terre Agricole, depuis le Gers. Bonjour Benoît. Bonjour, merci. Oui. Bonjour, donner la parole. Bonjour Benoît, oui. On vous écoute. Bonjour.
Je voulais montrer l'importance de l'Union européenne parce que aujourd'hui, les Français ne se réalisent pas qu'en fait, ce que disait votre invité au téléphone, que vraiment on donne beaucoup plus qu'on ne reprend. C'est-à-dire que c'est comme si on vous donnait aujourd'hui, on donne à l'Europe, mettons un billet de 100 €, on vous rend 40 et il faut dire ce qu'on en fait, quoi. Donc c'est pas possible ça. Donc ce que disait la dame est vrai, il faut monter à Paris, mais il faut que nos politiques prennent leurs responsabilités. Dire ça marche pas et il faut en sortir. Il faut vraiment arrêter de se laisser imposer des choses qu'on ne veut pas, sous prétexte qu'on doit à tout prix. C'est l'horizon indépassable de l'Union européenne qu'on ne doit absolument pas remettre en cause. Eh bien oui, mais cet horizon indépassable est hélas constamment dépassé et c'est bien le problème qui nous occupe. Je crois qu'on a un autre auditeur. Merci Benoît. Merci Benoît. On a Dust depuis Héran. Bonjour Dust. Oui, Dust. Bonjour André, bonjour à vos invités et au public de Sud Radio. Alors j'appelais pour savoir si le libéralisme avait tué le FEOGA. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait un organisme qui était le Fonds européen d'orientation et de garantie des prix agricoles, qui était chargé de prélever des taxes à l'importation pour pouvoir financer des exportations. Et à l'époque, j'étais au lycée agricole, vous avez expliqué ça, et on avait trouvé ça globalement bien. Alors est-ce que... je veux savoir si aujourd'hui, cet organisme a disparu, et si c'est le libéralisme qui l'a tué. Alors ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. L'Europe aujourd'hui fonctionne avec les deux piliers, le développement rural d'un côté qui correspond plus au deuxième pilier et puis le soutien au marché pour le premier. Donc non, on a tout perdu parce que c'est ça qui a déstabilisé l'Europe, qui fait qu'on est parti dans un libéralisme à outrance destructeur pour l'agriculture européenne. Donc la préférence communautaire nous a mis en concurrence les uns contre les autres, étant donné qu'en plus on applique des normes différentes. Oui, c'est ça qui est extraordinaire maintenant quand on regarde nous consommateurs, on se dit comment il se fait que au sein de l'Union européenne, encore une fois je le répète, je l'avais déjà dit, qu'il y ait des normes différentes au sein de l'Union européenne. Je ne parle même pas du Chili, de la Nouvelle-Zélande ou autre. C'est quand même hallucinant et encore une fois, on pourrait se demander, voilà la question que je pose, mais on va en parler de cela dans une autre émission, c'est comment ont voté nos représentants du peuple, les députés européens, parce que ça fait des années tout cela, enfin vous savez ça beaucoup mieux que moi, comment on a laissé voter tout cela pour se retrouver aujourd'hui, ah oui ça ne marche pas, ça ne va pas, et pour que Gabriel Attal dit oui mais moi qu'est-ce que je peux faire, mais je peux faire... Alors est-ce que, à votre avis, juste un mot, et on va finir là-dessus, je vous posais la question, est-ce que il y a la semaine européenne la semaine prochaine, Emmanuel Macron y sera, Marc Fesneau aussi, Gabriel Attal sans doute. Est-ce qu'à votre avis, ils vont dire non, parce qu'ils l'ont dit, ils ne signeraient pas l'accord du Mercosur, et est-ce qu'ils vont dire stop ici, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable? Est-ce qu'ils vont le dire ou pas, à votre avis? J'espère qu'ils vont le dire, sinon ça serait une nouvelle trahison de plus. Donc on verra bien, mais les démarches envers les homologues européens, les 22 pays qui seraient acquis à leur cause, je pense que c'est dans cet objectif-là, mais si ça n'aboutit pas, si on a un message contraire, mais alors là, c'est plus la révolte, c'est la révolution, quoi. C'est franchement, là, vous ne maîtriserez plus personne. Ça sera le coup de trop. Philippe Grégoire. Oui, moi je pense qu'ils vont tenir un double discours. Dans un premier temps, ils vont dire non parce que ça va être trop chaud avant les élections européennes, mais ils vont nous trahir par la suite. Et moi je voudrais vous dire que ce qui nous manque, c'est des hommes d'État, comme on a eu le général de Gaulle, parce que n'oubliez pas que le chef d'État français, il a un pouvoir. Au niveau de la Banque Centrale Européenne, on est les deuxièmes apporteurs en termes économiques derrière l'Allemagne. La Banque Centrale Européenne, c'est l'argent des États qu'a constitué la BCE. Comment se fait-il qu'un homme comme Macron n'a pas le courage de dire non? Moi, je voudrais qu'on me l'explique, ça. Il a quand même un poids. La France a un poids. On le saura très très vite maintenant, c'est dans quelques jours. Merci à vous, merci Véronique Levloc. Merci. Et je sais que vous serez encore à Paris pour quelques temps, en tout cas quelques jours. Merci Philippe Grégoire. Et merci. Puis on continuera de parler de tout cela parce que effectivement, c'est l'essentiel.